Oui, j'ai le grand privilège d'introduire cet atelier sur l'humour avec deux... On n'entend pas. Donc, j'ai le grand privilège d'introduire cet atelier sur humour et traduction. Et je suis particulièrement impatiente dans... Non, toi, je sais que... Bon, mais là, jamais je n'avais entendu développer le sujet humour en interprétation, sauf une fois où un interprète dans mon casque, alors qu'elle le traduisait un éminent personnage, tout d'un coup a dit « Ah, je suis pas du tout d'accord. Hein. » Alors, pour moi, c'était un peu d'humour. Déjà, je ne sais pas. Bon, alors, Dylan Pierrot Zago, je n'avais pas le plaisir de vous connaître. Maintenant, j'ai le plaisir de vous présenter. Bien que né en France... Bon, Dylan a vécu dans 7 pays à travers le monde depuis son enfance. Bravo. De par son parcours international, elle s'intéresse très rapidement à l'interculturalité, la traduction et l'interprétation. Après avoir obtenu un Bachelor of Arts à l'Université de Melbourne en Australie, elle s'installe en France. Elle continue ses études à l'Université Paris-Cité en Master 2 LISI, langue, interprétation et stratégie interculturelle, où elle effectue des recherches sur l'humour en interprétation. Quant à Rosemarie Vassallo, nous sommes de vieilles potes, hein, vraiment. Voilà. Et je vais lire d'abord la manière dont elle se présente, et puis j'ajouterai mon grain de sel. Elle traduit de l'anglais depuis si longtemps que seule la BNF s'obstine à compter ses méfaits. Malgré quoi, elle aimerait encore A. S'attaquer aux œuvres complètes de Mother Goose, B. Retraduire à partir de zéro tous ses mieux aimés depuis le début. À l'occasion, elle ne déteste pas contaminer les jeunes générations. Elle est très contagieuse, ça, je le sais. Et je voudrais ajouter une petite chose, c'est que je voudrais t'appeler la Florence Foresti de la traduction. Oui. Parce que physiquement, je trouve que tu lui ressembles, deux petites bonnes femmes nerveuses et pleines d'humour, comme ça. Non, 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 non. Et ensuite, ton humour, évidemment. Voilà. Je vous en prie, Dylan. Bah, du coup, merci beaucoup. Je comptais me présenter, mais ça a été parfaitement fait. Donc, merci. Bonjour à toutes et tous. Donc, c'est la première fois que j'assiste à la Journée mondiale de la traduction. Donc, je suis très, très heureuse d'être ici. Aujourd'hui, donc, je vais vous parler d'un sujet très intéressant, bien que très complexe également. Donc, ma présentation s'intitule « En rire ou en pleurer, l'humour, le cauchemar des interprètes ». Et donc, comme vous vous en doutez, on va parler donc d'humour en interprétation. Je sais qu'on a parlé beaucoup de traduction. Et donc là, je ne sais pas si c'est bon. Là, on va parler un petit peu plus d'interprétation. Donc, en fait, ce sujet d'étude, ça a été le sujet de mon mémoire de recherche. Donc, j'ai effectivement terminé un Master 2 en langue, interprétation et stratégie interculturelle. Et je me suis posé la question suivante. Pour quelles raisons l'humour constitue-t-il finalement une limite à la pratique de l'interprétation ? Donc pour vous expliquer un petit peu le choix de mon sujet, la pratique de l'interprétation m'a toujours beaucoup intéressée. De plus, je travaille au sein d'un cabinet de traduction et d'interprétation. Et donc, j'ai entendu parler du problème que l'humour causait à mes collègues interprètes. Donc, j'ai souhaité faire de plus amples recherches à ce sujet. Donc maintenant, comme vous le savez, de par mon expérience un petit peu internationale, je me suis rendu compte que l'humour peut être bien différent selon la culture, et tout cet aspect interculturel m'a d'autant plus intéressée. Donc les objectifs de ma recherche sont de montrer la difficulté de l'humour pour l'interprète, de soulever quelques problématiques et d'amener la réflexion sur un sujet que je trouve justement trop peu évoqué dans le domaine de l'interprétation. Alors, je voulais vous expliquer un petit peu ma méthodologie de recherche. J'ai commencé par faire une recherche théorique, donc sur la pratique même de l'interprétation, puis sur le concept de l'humour.
J'ai réalisé ensuite une enquête, des entretiens et j'ai procédé à l'analyse des données afin de faire donc le bilan de ma recherche. Dans cette présentation, on va parler un petit peu plus. Je vois que ça... Bon, c'est pas grave, ça a juste modifié un petit peu la mise en page. Donc dans cette présentation, on va parler, je pense, parce que c'est le plus intéressant, donc de mes résultats d'enquête. Je vais vous expliquer un petit peu ce que j'ai fait, de l'analyse et donc du bilan de ma recherche. Mais avant de continuer, je voulais vraiment très rapidement, en 2 mots, vous parler de l'interprétation ainsi que de l'humour. Donc je ne vous apprends rien. L'interprétation, c'est une pratique qui va bien au-delà des mots. Lorsque l'on parle d'interprétation, on parle surtout donc de communication. Une communication, certes, qui est verbale, mais qui est également paraverbale et non verbale. Paraverbale, tout ce qui va être donc l'intonation de la voix, par exemple, ou le rythme du discours. Non verbal, tout ce qui va être les gestes ou les expressions du visage. À l'inverse du traducteur, l'interprète va se placer dans une communication orale, tandis que le traducteur va se placer dans une communication écrite. Et les 2 professionnels vont bien sûr se placer dans une communication interculturelle. Pour ce qui est de l'humour, c'est un réel défi pour les 2 professionnels. C'est un concept très complexe. Il faut savoir qu'il n'y a pas vraiment de définition exacte et précise. Les chercheurs et spécialistes parfois se contredisent même quant à la définition de l'humour. Bien sûr, l'humour est quelque chose de subjectif, on ne rit pas tous de la même chose. C'est quelque chose également qui est omniprésent au sein de la communication. Donc étant donné que l'interprète est finalement le garant de cette communication, il est fort probable qu'il va rencontrer des formes d'humour. L'humour est quelque chose qui se partage, qui permet de créer une certaine complicité, d'inclure, mais qui peut aussi également exclure certaines personnes ou certains groupes, à savoir. Et l'humour, donc comme je le disais, est différent selon la culture. Culture d'un pays, certes, mais également culture, on peut imaginer, d'un domaine. Donc, par exemple, domaine médical, on ne doit pas tous comprendre, toutes et tous comprendre les blagues de médecine. Voilà, donc maintenant, passons un petit peu donc, à mon enquête. J'ai voulu vraiment donner la parole aux professionnels à travers ce travail. Donc j'ai réalisé une enquête afin de me rendre compte un petit peu de la présence et de l'usage de l'humour lors des missions d'interprétation. J'ai vraiment voulu savoir quel type d'humour, dans quelle situation, pourquoi finalement, à quel moment. Et donc, j'ai tout simplement réalisé un formulaire Google Form destiné aux professionnels de toute combinaison linguistique et de tout domaine du métier. Donc, que ce soit un interprète de conférence, mais également, j'ai par exemple un interprète qui travaille dans les services publics. J'ai vraiment voulu atteindre un très large public. Et donc, j'ai également traduit mon enquête en anglais, toujours dans l'idée d'atteindre un maximum de personnes. Je n'ai pas eu 300 et quelques réponses. J'ai eu 65 réponses. Donc à savoir que la majorité de mes répondants ont pour langue soit le français, soit l'anglais. Travaillent majoritairement sur le marché privé et au sein donc, d'institutions internationales. Ce qui explique d'une certaine manière que le mode d'interprétation qui est revenu le plus souvent donc, a été l'interprétation simultanée. Je n'ai pas eu énormément de répondants travaillant dans les services publics. Il faut savoir que généralement, un interprète qui travaille dans les services publics va utiliser l'interprétation en consécutive ou de liaison. Donc ceci explique ce résultat. J'ai également réalisé des entretiens. 3 entretiens avec 3 professionnels qui avaient tous un parcours très différent. La première interprète avait pour langue A l'espagnol, pour langue B le français, et était spécialisée dans le domaine juridique et notamment du droit international. Deuxième interprète avait pour langue A le français, pour langue B l'espagnol, et spécialisée dans le domaine de la sécurité intérieure. Et enfin, le troisième interprète pour langue A l'anglais, pour langue B le français,
spécialisés dans le domaine littéraire, artistique, entre autres beaucoup de domaines différents. Donc voilà, ensuite passons un peu à mes résultats d'enquête. Plus de 90% des répondants affirment avoir dû interpréter des formes d'humour. Donc cela vient confirmer l'omniprésence de l'humour au sein de la communication. L'interprète va devoir y faire face. Je me suis posé la question, quelle forme d'humour était le plus souvent utilisée lors des discours ? La réponse a été l'anecdote. Là, ce qui est intéressant, et je ne l'ai pas mis sur le PowerPoint, j'aurais peut-être dû, j'ai réalisé donc 2 enquêtes, une traduite en anglais, l'autre en français, à savoir donc que la majorité des personnes qui ont répondu à mon enquête en français avaient pour langue A le français, et à l'inverse, donc ceux qui ont répondu à mon enquête en anglais avaient pour langue A l'anglais. Et là, j'ai eu des réponses assez différentes qui venaient en 2e position. Dans mon enquête en anglais, venaient donc en 2e position les blagues et l'ironie, tandis que dans mon enquête en français, en 2e position, les jeux de mots et les métaphores. Donc on voit déjà des différences qui confirment donc, évidemment que selon la culture, certaines personnes vont utiliser une forme d'humour plus que d'autres. L'humour est présent, semble plus présent donc, lors de plus petites réunions, donc notamment sur le marché privé. Ceci s'explique parce que généralement lorsque l'on travaille sur le marché privé, ce sont des plus petites réunions, des plus petits séminaires, l'ambiance va être un petit peu plus décontractée à l'inverse des institutions internationales. Donc on peut se permettre des formes d'humour, parfois l'interprète va même aller déjeuner avec le groupe, donc là c'est beaucoup plus détendu. L'humour se fait tout au long de la séance, pas uniquement, pas plus souvent au début, pas plus souvent à la fin. C'est vraiment, ça vient comme ça fait vraiment partie de la communication, qu'il soit calculé ou spontané. L'interprète parfois ne sait pas du tout qu'il va y avoir une blague et va être dans une position très délicate. Et donc j'ai posé la question pourquoi finalement est-ce que l'orateur fait usage d'humour, et 3 réponses sont revenues. Pour détendre l'atmosphère, pour maintenir l'attention de l'audience, pour se rapprocher du public. Donc là, on voit vraiment qu'il y a cette volonté de créer du lien, une complicité en fait entre l'orateur et l'audience. Et donc, ce qui renforce le fait, l'importance finalement de traduire ces propos humoristiques pour vraiment donc créer finalement une bonne ambiance. Donc voilà, et dernier résultat, très, très intéressant également, il faut croire que les anglo-saxons font plus d'humour que les Français. Et ça, c'est revenu dans mes 2 enquêtes. Donc même les répondants ayant pour langue A le français affirment que les orateurs anglo-saxons vont utiliser un petit peu plus d'humour. Bon, évidemment, je rappelle que je compare avec le français, parce que c'est ce qui est le plus revenu dans mon enquête. Donc ensuite, j'ai listé quelques limites que peuvent rencontrer les professionnels interprètes. Donc il faut savoir qu'il y a des formes d'humour moins traduisibles que d'autres. On peut penser par exemple à de l'humour en rapport à l'actualité. Ça sera quand même beaucoup plus simple à traduire qu'un humour basé sur des stéréotypes culturels. Ensuite, l'humour est quelque chose de subjectif, donc comme je le disais, donc finalement l'interprète peut ne pas comprendre les propos humoristiques, donc un humour un peu incompris. Donc rappelons également que le métier d'interprète n'est pas facile, on n'a que quelques secondes pour vraiment traduire les propos, d'autant plus en simultané, où là vraiment il faut prendre en compte qu'on en a un tout petit peu parlé aujourd'hui, mais l'interprète utilise donc son énergie mentale, sa charge mentale, et dès qu'il y a des propos humoristiques, évidemment, il se retrouve vraiment en difficulté, et il doit quand même surpasser cette difficulté pour ne pas perdre le fil de la communication. Et enfin, une limite qui m'a particulièrement intéressée, qui est beaucoup revenue dans mon enquête et dans mes entretiens, notamment par les interprètes femmes, c'est celui des blagues inappropriées. Donc plusieurs femmes me disaient qu'elles se sont retrouvées au sein de groupes uniquement composés d'hommes, qu'elles étaient la seule femme et qu'il y avait des blagues sexistes.
Et donc là se pose un dilemme, faut-il traduire même si ça touche à sa personne ou ne pas traduire et finalement ne pas faire son travail d'interprète. Là encore, ça renforce le fait que l'humour est quelque chose de subjectif, on ne veut pas tous rire de la même chose. Donc un petit peu pour faire le bilan de ma recherche, parce que l'interprète doit tout de même continuer et trouver une solution très rapidement. Donc j'en ai listé quelques-unes. À l'inverse du traducteur, l'interprète va avoir en quelque sorte la chance de pouvoir utiliser sa communication non verbale et paraverbale. Donc par exemple, s'il se retrouve au sein d'une réunion, il va peut-être pouvoir sourire, rien que de sourire. Imaginons qu'il est visible au sein de la réunion, il peut sourire pour vraiment renforcer le fait que ce qui est dit est une blague. Ou utiliser donc tout ce qui est communication paraverbale avec l'intonation de la voix pour pouvoir faire comprendre en fait indirectement que voilà, c'est de l'ironie qui est en train d'être dit. Une autre stratégie, c'est l'explication. Évidemment, ça, c'est si on a le temps. Parfois, si c'est des blagues très culturelles, l'interprète peut dire bon, voilà, c'est une blague par rapport à ça, c'est pour ça que, etc. etc. En simultané, ça risque d'être compliqué. Je reviens donc sur l'exagération. Donc, l'interprète peut utiliser la communication paraverbale pour exagérer les propos. Il peut également rajouter des mots pour vraiment faire comprendre que c'est de l'ironie. Le mot à mot, ça reste une stratégie, lorsque l'interprète ne comprend pas forcément la blague qui est faite et qu'il se retrouve en simultané, il faut qu'il continue, donc il va traduire. Et la stratégie qui est revenue le plus souvent donc, dans mon enquête et dans mes entretiens, c'est le « riez s'il vous plaît ». Donc l'interprète se retrouve, se retrouve coincé et avec beaucoup d'honnêteté explique que voilà, c'est une blague qui est en train de se faire, c'est intraduisible, veuillez s'il vous plaît rire. Voilà. Et cette stratégie est notamment utilisée imaginons que dans le public, la moitié des gens comprennent l'orateur, donc ils vont rire, et l'autre moitié ne comprend pas forcément. Donc l'interprète, je pense, se rajoute cette pression-là en disant bon, il faut absolument qu'ils comprennent que c'est une blague qui est en train de se faire. Bon, ce n'est pas sans conséquences, donc évidemment l'humour a des conséquences sur la restitution de la communication. L'interprète doit faire un choix lorsqu'il est face à des propos assez difficilement traduisibles, on va dire. Il peut soit se concentrer sur faire passer le sens et donc laisser de côté finalement l'effet du rire. J'ai mis entre parenthèses, donc ça je le développe un peu plus dans mon mémoire, la théorie interprétative de la traduction, donc vraiment se concentrer sur le sens derrière les mots, ça va au-delà des mots évidemment. Mais dans ce cas de figure, peut-être que le public ne rira pas, l'orateur ne va peut-être pas comprendre pourquoi est-ce que l'effet qu'il souhaitait faire passer n'est pas présent, et donc finalement la communication n'est pas rétablie parfaitement. Ou alors l'interprète peut faire passer l'effet, et donc là on peut revenir sur la stratégie du « riez s'il vous plaît ». Il ne traduira pas les propos, mais il y a de fortes chances que le public rira, notamment de l'embarras de l'interprète. Et donc du coup, l'effet est passé. Et donc j'ai mis entre parenthèses ici la théorie du Scopus, donc plus sur la fonction, l'effet voulu par l'orateur. Donc finalement l'orateur sera peut-être sûrement content de voir que le public sourit ou rit, mais la complicité souhaitée entre l'orateur et le public ne se créera pas forcément. Je pense qu'il y aura plutôt une complicité entre le public et l'interprète. On va plutôt se sentir proche, on va sentir de la compassion pour l'interprète qui se retrouve malheureusement face à une difficulté. Donc là, encore une fois, au final, l'objectif n'est pas vraiment atteint. Donc finalement se crée, je pense, un paradoxe, parce que l'humour et l'interprète, qui sont deux facteurs facilitant la communication, sauf que lorsque ces deux derniers se rencontrent, semblent s'annuler d'une certaine manière et compliquer la restitution de la communication. Bon,
L'humour est un sujet d'étude qui est très vaste, il faut le dire. Je pense que c'est un début de recherche. Il n'y a pas eu beaucoup d'études à ce sujet-là. Il y a eu une enquête qui a été faite quand même il y a une vingtaine d'années, pareil, mais plus sur les interprètes de conférences. Mais sinon, je n'ai pas trouvé énormément de ressources et c'est une conclusion donc, qui reste ouverte. Ça dépend énormément. Enfin, je ne pourrais pas dire à un professionnel, voilà, il faudra faire ça lorsque vous allez faire face à des propos humoristiques. Ce n'est pas possible. Comme vous l'avez compris, il n'y a pas de conclusion simple. J'ai voulu donner en fait la parole aux professionnels, amener des pistes et surtout voilà, amener des pistes de réflexion. Et là, je vous propose 2 problématiques également que je trouve très intéressantes. On peut se demander, les orateurs sont-ils conscients des différences entre le discours source et le discours cible? Parce que finalement, l'orateur va penser que bon, il fait une blague, ça va être totalement traduisible, le public va absolument comprendre ce qui est dit. Sauf qu'il faut bien savoir que l'interprète va traduire le plus fidèlement possible et que la communication ne sera jamais rétablie parfaitement. Et au-delà de l'humour, on peut se demander comment doit se comporter un interprète donc devant traduire des propos contraires à l'éthique ou à la morale. Et donc là, on repart sur un petit peu ce problème de l'interprète femme face à des propos, à des blagues sexistes. Que faire? Au-delà des blagues et du sexisme, on peut penser notamment aux blagues racistes. Voilà, je voudrais terminer donc en remerciant l'ASFT donc de m'avoir invitée et d'être présente ici. Merci également donc à l'ASFT une fois de plus et à Laïc d'avoir partagé et participé à mon enquête. Donc vraiment merci beaucoup et merci à tous pour votre attention. Je reviens sur les traductions des propos inappropriés parce que ça m'évoque furieusement ce que je rencontre parfois pour la traduction judiciaire. Est-ce que vous diriez « riez s'il vous plaît » après une blague sexiste ou raciste et donc produire une réaction de sympathie avec la personne qui entend votre discours mais n'a pas compris la blague? Alors merci pour votre question. Je vais répondre en fonction des résultats que j'ai obtenus. Donc généralement lorsque il y a une blague inappropriée qui est faite, notamment, donc surtout dans le cadre où c'est une femme, parce que c'est les résultats que j'ai eus, lorsque c'est une femme qui se retrouve au sein d'un groupe uniquement composé d'hommes et qu'il y a une blague sexiste. Si c'est en simultané, parfois... Sans parler des obstacles, effectivement, l'interprétation, le simultané ou bien ne pas comprendre dans l'immédiat la blague. Mais dans le cas où la blague est parfaitement comprise par l'interprète... En fait, ça va dépendre d'énormément de paramètres. Parfois, certaines interprètes me disaient, nous on traduit, sauf qu'on le dit d'une manière qui est telle que le public, je pense, comprend que ça a été inapproprié. Parfois, elles le font sans même s'en rendre compte, c'est vraiment une certaine amertume. Parfois, certaines professionnelles me disent qu'on explique que non, c'est trop inapproprié et qu'on ne traduira pas ce genre de propos. Donc je pense que ça dépend vraiment du cadre du travail et de soi aussi et de la blague qui est faite. Mais donc je reviens sur le dernier cas de figure qui revient à faire un déni de traduction ou d'interprétation. Vous orientez malgré vous le sens d'une négociation ou d'un discours. Une personne va pouvoir paraître sympathique alors qu'elle ne l'est pas. De même que en traduction, lorsque j'ai des propos orduriers à traduire, pourquoi est-ce que je me cacherais en mettant juste grossier alors que c'est un élément d'information? Bon, là, je parle dans un contexte judiciaire un peu spécifique, mais la grossièreté, la vulgarité, les menaces sont des éléments de preuve. Oui, effectivement, dans ce domaine-là, je pense que c'est important de... Mais en négociation internationale ou négociation d'entreprise, supposons que vous ayez en face de vous un homme malgré tout sensible à la cause des femmes et qu'il ait affaire à un partenaire sexiste, il va violer sa politique d'entreprise éventuellement en faisant affaire avec cette personne.
Oui, effectivement. Donc, pour vous, la stratégie riez s'il vous plaît n'est pas du tout... Dans ce cas-là, blague sexiste, blague raciste. Mais ne pas dire surtout riez s'il vous plaît. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Deux choses pour suivre ce qu'on vient d'entendre. Je pense, premièrement, oui, on peut éviter de dire, pardon, indiquer les interprètes. On peut éviter de dire riez s'il vous plaît en mitigeant et disant l'orateur vient de faire une blague. À vous le choix, par exemple. Après, je serais intéressé de savoir combien de vos répondants ont vraiment dit ça eux-mêmes dans le micro ouvert, parce que c'est un peu folklorique dans l'interprétation. En 25 ans de cabine, je ne l'ai jamais entendu en direct. Cette histoire. Le riez, s'il vous plaît ? Jamais. C'est un folklore qui existe depuis le temps que moi j'étais étudiant. Oui, pour beaucoup de raisons. C'est quand même revenu assez souvent dans mon enquête. Oui, c'est partout. On entend chaque année dans la littérature, dans les conversations. Mais pour du vrai, je me demande toujours combien d'interprètes ont vraiment dit ça. Je voulais vous remercier déjà pour cette présentation. Ma question, elle porte sur les ouvertures. Notamment celle qui serait de former les orateurs en fait à la difficulté de traduire l'humour et à interpréter de manière générale en fait les former au métier d'interprète et à ses enjeux. Ça existe déjà. Enfin, du coup, là, ça devient un témoignage, mais j'ai eu la chance de faire un stage chez Arte où la culture du bilinguisme et de l'interprétation, elle est ancré depuis pas mal d'années et les gens savent, les employés savent et du coup ça développe même une forme d'humour propre à la boîte en fait et donc c'est vrai que ça ouvre des perspectives pour toutes les autres entreprises, tous les autres groupes, donc merci pour cette ouverture là. Oui, merci. C'est vrai que j'ai souvent, lors de ma recherche, on m'a dit un bon discours n'est pas un discours qui est drôle, parce que sinon ça pose problème pour l'interprète. C'est vrai que je comprends et j'entends, mais je trouve ça un peu dommage quand même de ne pas mettre des propos... Enfin, on mettrait de côté... et puis c'est dur finalement aussi peut-être de ne pas... de mettre de côté tous les propos humoristiques, parce qu'on a envie de créer du lien, une certaine complicité. Mais c'est vrai que oui, on peut dire, bon bah voilà, l'interprète va se retrouver en difficulté, essayer d'éviter toute blague, parce que sinon ça va pas du tout être traduit comme vous le souhaitez, c'est sûr. Merci. Oui, bonjour, Marie-Louise Desfrais, traductrice. Alors je me demandais si les interprètes ici avaient parfois dans leur contrat des clauses qui disaient voilà, je ne veux pas travailler. Alors, certains refusent complètement certains thèmes d'interprétation ou sont d'un côté ou de l'autre. Dans le nucléaire, on peut être pour et contre et certains acceptent des contrats dans un sens ou dans l'autre. Et est-ce qu'il y a des clauses comme quoi je refuse les propos racistes ou sexistes, machin, c'est... Non, quoi. Est-ce que ça se négocie en amont avec un client ou pas? Ou est-ce que c'est dit en amont? Voilà, s'il y a des interprètes qui pratiquent, je serais curieuse. Je voulais juste répondre à la question. Je pense que malheureusement, on est condamné à traduire fidèlement. Si vous imaginez les parlements, le Parlement belge, le Parlement suisse, le Parlement européen, on ne peut pas refuser de traduire les fascistes, les sexistes, les racistes. Alors, je n'ai jamais entendu parler d'une clause comme ça, et je pense que ce serait s'exclure du marché, tout simplement. Alors malheureusement, on fait avec. Bien sûr, et d'autant qu'il me semble que traduire des propos inconvenants contribue à enfoncer l'orateur. Parce que le public n'est pas dupe, évidemment. Moi, je le traduirais très bien, fidèlement. Evelyne Nouag,
traductrice littéraire d'une langue rare. Donc à côté, j'ai une activité professionnelle. J'ai beaucoup apprécié votre exposé. J'ai retenu en particulier que la forme la plus récurrente que vous avez rencontrée au cours de votre enquête, c'était l'anecdote, l'emploi de l'anecdote. Et je me disais que ça venait aussi peut-être chez les anglo-saxons de la formation tout simplement en entreprise à la prise de parole devant un auditoire, où en effet on enseigne à commencer par une anecdote pour détendre l'atmosphère, alors qu'en France, les formations en entreprise pour les prises de parole ne commencent pas du tout par l'anecdote. D'autres questions? Moi j'ai une petite question. Admettons que l'orateur sorte une phrase sexiste ou raciste épouvantable. Est-ce que dans votre déontologie ou votre éthique, vous pouvez le traduire mais en ricanant? Parce que comme ça, c'est traduit, mais vous montrez en même temps votre avis, quoi. Il y a certaines traductrices, interprètes, pardon, qui le font, mais qui l'ont fait d'une manière... ça se sentait qu'elle n'était pas d'accord avec ce qu'elle disait. Et cette personne, notamment, elle me disait tout le monde s'est retourné lorsque j'ai fait ma traduction. Et je n'ai pas vraiment su pourquoi. Et je pense que c'est parce que je l'ai dit d'une manière tellement... je ne sais pas. Donc voilà. Pas en ricanant, mais je pense très sèchement. Bien, d'abord, je dois m'excuser pour ma véhémence tout à l'heure. Je suis ravie que personne n'ait de tomates. Elles sont trop chères. Elles sont beaucoup trop coûteuses. Alors, le limerick. J'ai d'abord sauté au plafond quand on m'a parlé de limerick, parce que, d'abord, pour moi, c'est intraduisible. Je voudrais savoir combien de personnes dans la salle, peut-être on va faire ça à la main levée, connaissent le limerick, les limericks, ou ne connaissent pas. Qui connaît? Oh là là, quelle notoriété. Bon, ceux qui connaissent, je pense, sont déjà... Le virus est déjà inoculé, parce que je crois que connaître le limerick, c'est vraiment ne plus pouvoir se débarrasser de ce virus, que j'espère inoculer à vous tous. C'est une étrange petite chose anglaise, un tout petit poème avec énormément de contraintes, parce que ça a une forme très refermée que je vais vous donner. Mais en même temps, c'est de l'absurdité. C'est vraiment le nonsense, au sens... c'est de la quintessence de nonsense. Je dis nonsense, mais je suis bien persuadée que le français connaît aussi l'absurde. Et surtout, le français d'autrefois, celui que je connais, le français populaire en particulier. Il y avait vraiment une culture de l'absurde quand j'étais petite, des comptines, de tout ce qui était dit par les personnes âgées. J'ai été énormément élevée par des personnes âgées. Et c'était en fait, c'était souvent assez proche du limerick d'une certaine façon. Moins, évidemment, cette contrainte formelle qu'il y a dans le limerick. Alors, si vous ne savez pas du tout ce que c'est, peut-être qu'on devrait en afficher. Ou bien, je vais d'abord vous donner la fiche d'identité du limerick. C'est un court poème en 5 vers et 2 rimes. Les rimes sont AA, BB, A. Les 2 premiers vers sont en gros je vais parler de syllabes, hein, parce que des anapestes ou des iambes, d'abord je m'en mêlerai les pédales, et quelqu'un qui s'y connaît mieux me dirait mais c'est pas ça du tout. Donc je vais parler de syllabes. En gros c'est 8 syllabes ou 9, mais ça peut aller de 7 à 10 pour les 2 premiers vers. Ensuite il y a 2 vers courts de 5 ou 6 syllabes qui riment en BB. Et enfin un 5e vers qui reprend la rime A et qui en fait reprend un peu la petite histoire. Parce qu'un limerick, ça raconte une histoire. Je vais peut-être en afficher, si vraiment vous ne savez pas du tout ce que c'est, c'est fâcheux. Alors je me suis bien emmêlée dans mes... Oui, Dylan, si tu veux bien... Par exemple, voilà, quelques exemples entre 1000 parmi les plus connus. Je suppose que tout le monde lit l'anglais. Et voilà des limericks très, très, très connus. Je vous les laisse lire et
et digérer un peu. Essayez de traduire peut-être dans vos têtes pour voir la difficulté. Mon anglais me le permettrait peu. J'espérais que Nikki serait ici et je disais Nikki lira. Bon. Non, c'est pas celui-là. Oui, mais alors il faut que je mette. Oui, effectivement. There was a young lady of Raga who went for a ride on a tiger. They returned from the ride with the lady inside and a smile on the face of the tiger. Alors ça, c'est le premier que j'ai découvert. Je devais avoir 12 ou 13 ans, je professais que je détestais l'anglais. Pour de multiples raisons, je disais que je n'aimais pas l'anglais. J'adorais le latin et le grec parce qu'à mon époque, on nous mettait dans la baignoire de latin et de grec dès 10 ans. Et le fait d'adorer le latin et le grec, j'avais décidé que c'était incompatible avec aimer l'anglais. Or, on m'a offert, un ami de mon père qui était prof d'anglais, m'a offert un petit bouquin qui s'appelait « Small Latin and Less Greek ». Ça, c'est ce que Shakespeare dit... Non, c'est ce qu'on dit... Qui est-ce qu'il a dit de Shakespeare? Peut-être quelqu'un se souvient de qui il a dit de Shakespeare. Autrement dit, peu de latin et encore moins de grec. C'était le titre. Et c'était un livre, il y avait beaucoup de limerick dedans, et ils étaient traduits en latin et en grec par des gens qui avaient été absolument passionnés et qui avaient voulu les traduire en latin et en grec. Donc on m'a dit, tu aimes le latin et le grec? Tu vois, là, il y a du latin et du grec. Mais en fait, il y avait effectivement les limerick que j'ai trouvé vraiment très, très, très drôles. Mais pour moi, je continue de penser que c'est un peu intraduisible, parce que je ne sais pas si vous réalisez, il n'y a pas un anglophone dans la salle pour le faire mieux, parce que moi, c'est mon accent tonique qui est nul. Oui, alors. Un micro pour vous, s'il y a moyen. Ou venez ici. Allez, venez ici. Réquisitionnez. Je me mets juste à côté. Réquisitionnez. Parce qu'il faut le faire chanter. Voilà, ce qu'il y a, c'est que ça chante magnifiquement. Ah ben, ça a disparu. Ben, the lady of Reagan. Merci. Voilà. There was a young lady. Visiblement, dans le 19e siècle, ils ont prononcé le capital de Lettonie un peu différent que maintenant. There once was a young lady of Riga who went for a ride on a tiger. When they returned from the ride with a lady inside and a smile on the face of the tiger. Voilà. Vous sentez comment ça balance en fait, parce que c'est presque une chanson. D'une certaine façon, c'est presque une chanson. Deuxième, c'est meilleur parce que les rimes sont tout différents. Tiger, ça... There was a young man of devices whose ears were of different sizes. The one that was small was no use at all, but the other had won several prizes. Voilà, alors là, vous voyez à peu près comment fonctionne le limerick. Merci. Ah, là, faut pas... Vous voyez à peu près comment fonctionne le limerick. Les deux premiers vers vous disent qu'on va raconter une histoire. C'est à l'imparfait, ou enfin c'est au prétérite, ça s'est passé. Donc c'est raconté comme quelque chose de très très sérieux. Et le ton est un peu sérieux. Hein. Là on est dans le sérieux. Et puis tout à coup, ces deux petits vers très courts, ce que j'appelle des vers croupions. They returned from the ride with a lady inside. C'est encore un peu bizarre, mais je trouve que le cinquième vers, qui reprend le rythme des deux premiers, fait une chute encore bien plus spectaculaire. Enfin, moi, je ne peux pas résister. Et quand je dis que je ne peux pas résister, je dois dire que j'affirme que c'est intraduisible, mais ça excite la libido traductandi de façon abominable. Il n'y a rien à faire, on a envie de traduire ça. Je ne sais pas, j'espère que c'est votre cas. Et seulement, on se trouve évidemment tout seul face à ce genre de choses, pour arriver à garder le rythme et la rime. La rime, il faut absolument la rime. Il faut le rythme, et puis il faut le nonsense. Donc, il n'y a pas de sens dans cette histoire. Il faut arriver à traduire ça, avoir l'absurdité
et la contrainte du vers, comme si c'était une poésie très très sérieuse. Moi, je trouve ça très très difficile. Je vais faire un atelier tout à l'heure. Il va y avoir des choses à traduire pour vous. Alors, où est-ce qu'on en était? Il y en a encore. Ah, mais j'ai les pieds pris dans la... Alors, le Young Man of Devices, est-ce que ça vous inspire quelque chose? Est-ce que vous vous en sentez de le traduire? Non. De chic, c'est vraiment très... c'est vraiment pas... C'est pas sympa de demander à traduire de chic comme ça, pour le coup. Tu interprètes ça? Oh. En fait, mon expérience, c'est que c'est beaucoup plus amusant à traduire à plusieurs. Et en particulier maintenant, avec Internet, avec le mail, j'ai un petit groupe d'amis et on s'envoie des limerick et on les traduit, on s'en envoie. Et y en a qui sont plus doués que d'autres. Je ne suis pas la plus douée, ils s'en foutent beaucoup. J'ai un confrère, celui qui traduit Julian Barnes, qui est ultra doué. Il nous torche ça. Une demi-heure après, on a le limerick. Bon, après, je lui dis, écoute, on peut l'arranger, on va faire mieux. Mais voilà, simplement, ce que je veux dire, et pourquoi j'aime le fait que vous ayez choisi le limerick pour traduire, c'est que, encore une fois, c'est pas traduisible, on va quand même le traduire, et finalement, on se retrouve face à tous les problèmes de traduction littéraire. À savoir, ce que je fais, je vais être obligé de tricher pour que ça rime, le tigre et le raiga, ça ne va jamais rimer. Donc, on va être obligé de prendre des libertés. Et à quelle liberté est-ce que j'ai droit? Et si je prends des libertés, est-ce que c'est encore une traduction? Voilà le gros problème du traducteur littéraire, qui est en fait toujours face à cette impression qu'il est peut-être en train de faire une escroquerie, parce que pour traduire l'esprit, pour traduire ce qui est véhiculé par ce qu'il est en train de traduire, il va être obligé de forcer un peu, sauf exception. Mais j'ai traduit aussi des sciences humaines, par exemple. En sciences humaines, non, on n'a pas de liberté. Il faut absolument rendre du sens. C'est du sens et rien que du sens. Il faut essayer de le faire. C'est quand même un peu littéraire, parce qu'il faut que ce soit dit de façon agréable, que le lecteur ait envie de lire. Mais on ne prend pas de liberté. Mais dès qu'on est un peu dans le littéraire, on est à peu près obligé de prendre des libertés. Évidemment, dans le limerick, c'est la liberté totale. Impossible de le traduire autrement soit en changeant riga, peut-être même en changeant le tiger. Et donc, je vais vous donner quelques... J'ai très vite traduit la deuxième. Ah, vas-y. C'est mauvais, évidemment. Et donc, je le soumets à tout le monde. Vas-y. Donc, essayez de me trouver, de me corriger. Merci. Alors, non, pitié, je traduis mieux que ça d'habitude. Bon, alors. Il y a un jeune homme de Marseille dont les oreilles n'étaient pas pareilles. La plus petite était trop réduite, mais l'autre se fit de l'oseille. Bravo, et tu vas vite. Non, parce que mes anapestes et mes bazars ne sont pas tout à fait corrects. Alors, moi, c'est terrible parce que j'en ai pour celui-là. Alors, j'en ai plein parce que j'ai fait avec les confrères. Mais je dois dire que les confrères que j'ai initiés ne connaissaient pas le limerick. Et que je leur ai dit, celui-là, les deux oreilles, pas pareil, c'est très drôle, allez voir. Alors, je voulais le texte, pas le texte véritable, les limericks, surtout celui-là, il est anonyme. Donc, un texte anonyme, il change beaucoup selon les occurrences. Mais je voulais quand même avoir les vrais mots. J'ai cherché sur Internet. Je vous conseille de chercher sur Internet. C'est là que vous comprendrez que le limerick est souvent très inconvenant et pas sortable. Alors, précisément, il y a 3 sortes de limerick. Il y a les limericks qu'on peut dire en compagnie de dames. Il y a les limericks qu'on peut dire pas en compagnie de dames, mais quand même en compagnie d'un homme d'église. La 3e catégorie, c'est les limericks. Mais si vous allez chercher ce premier vers, ces 2 premiers vers de I Was a Man, vous allez voir
vous allez être coiffé en brosse. Parce qu'il y a vraiment des choses, bon, qui ne sont pas toutes drôles d'ailleurs, parce que quand c'est vraiment trop côteleux, trop grossier, c'est pas drôle. Mais ça, vous imaginez que les trucs qui vont par paire, on doit pouvoir trouver mieux que les oreilles. Voilà, c'est une petite suggestion. Donc, nous avons, alors, mais j'ai vraiment perdu tous mes exemples, c'est ça qui m'embête. A Bobby of Nottingham Junction, whose organ had long ceased to function, deceived his good wife for the rest of her life with the aid of his constable's truncheon. Le bâton, son bâton de sergent de police. J'ai pas essayé de la traduire celle-là parce que non, le truncheon m'a arrêté. C'est pas pour la seconde. On va attendre qu'on nous la lise parce il y a la prononciation. Elle est de Rudyard Kipling. There was a small boy of Quebec who was buried in the snow to his neck. When they said, "Are you Frizz?" he replied, "Yes, I is, but we don't call this cold in Quebec." Alors, ce que vous voyez quand même dans tous ces exemples, c'est l'extraordinaire liberté du limerick. Et donc, si on traduit en se forçant à essayer d'être très fidèle, on fait perdre totalement sa liberté. On obtient quelque chose d'empaillé. Une traduction peut être vraiment l'équivalent du renard empaillé par rapport au renard vivant. Oui, il va y avoir un atelier. Mais bon, je vous donne quand même les oreilles, les fameuses oreilles, que je n'ai pas fait toute seule, hein, je l'ai fait avec mes copains. Les oreilles d'un gars de Versailles n'étaient pas du tout de la même taille. Si la plus menue resta superflue, la deuxième remporta moult médailles. Voilà. Ouais, ben non, c'est toujours... Alors, non, c'est toujours améliorable. Au contraire, reprenez, rebondissez, parce que l'amusant, c'est précisément de rebondir là-dessus. C'est vraiment... J'estime que quel que soit le texte, encore une fois en littérature, il n'existe pas la traduction d'un texte, il existe toujours quasiment une infinité de traductions d'un texte littéraire. Mais pour le limerick, c'est pas une infinité parce qu'on n'en trouve pas tant que ça, mais c'est tout ce qu'on voudra d'une certaine façon. Alors, la Young Lady of Riga, je l'ai enfin trouvée. Une jeune dame native de Riga sortit un jour à dos de puma. Au retour, bonnes gens, la dame était dedans, et gaiement souriait le puma. Alors, un truc, quand vous aurez à traduire des limericks. On m'a demandé très sérieusement si je traduisais des limericks professionnellement. Bon, j'en ai un peu traduit, mais vivre de traduction de limericks, ça serait dur. Je sais bien que je ne suis pas grosse, mais quand même. Un flic de la gare Saint-Lazare, dont l'organe ne criait plus gare, trompa son pauvre amour pour le reste de ses jours à l'aide de son braquemar. D'un braquemar. Pourquoi trompa? Mais deceived. Oui, c'est deceived, mais Oui, elle est heureuse. Elle est heureuse comme tout. Il faut arriver à faire comprendre. Enfin, his good wife. Donc c'est pour son bonheur. C'est pour son bonheur qu'il a fait ça, je trouve. Combla. Voilà, gagné, bravo. C'est exactement ça. C'était ce que je cherchais. Donc, alors, qu'est-ce que je dis encore? Ben, maintenant, vous allez travailler un peu. Voilà. Non, tu vas être mise à contribution aussi. La suivante. Voilà. Alors maintenant, je demande le silence dans la salle pour que vous puissiez vous concentrer. Vous avez le droit de vous concerter entre amis. Vous choisissez l'un ou l'autre. Et voilà, vous n'avez pas 4 heures, vous avez même pas 4 minutes. Donc bravo pour Versailles, mais donc moi j'en ai une autre. C'était un jeune homme de Montmirail dont les oreilles étaient de différentes tailles. L'une était rikiki, ne lui apportait que du souci, mais l'autre lui permit de remporter plusieurs prix. Alors attention, le vers 5, il faut qu'il rime avec 1 et 2. C'est AA, BB, A. Voilà. Et la contrainte supplémentaire quand même, c'est d'arriver à essayer... Bon, des grands traducteurs ont traduit des limericks avec des alexandrins, je vous le dis tout de suite.
moi, je pense que quand même, il faut essayer d'avoir la petite chanson. Voilà. Donc, ceux sur lesquels je vous propose de plancher, 2 à 2, ou tout seul, ou 3 à 3. Oui, voilà, on va les entendre. Oui, oui, puis on a dit qu'on ne faisait pas de quartier. There once was a freelance translator who put off a job until later. When asked why this was, she replied, "It's because I've always been a procrastinator." Voilà, et c'est Nikki Stewart-Smith qui aurait C'était dû mal être dit, ici. oui. I've always been a procrastinator. oui. Ouais, c'était pas mal. Oui, je voulais préciser que le premier a été rédigé par Nikki, qui fait partie de l'équipe d'organisation qui a lancé l'idée du Limerick, qui nous a amenés jusqu'ici ce soir, qui aurait dû être présente, qui malheureusement a attrapé la Covid et qui n'est pas là. Voilà, mais je voulais préciser ça parce qu'elle a beaucoup œuvré pour cet atelier. Merci. Et par-dessus le marché, je pense que quand même, ça nous parle à tous. There was a young lady of Lynn who was so uncommonly thin that when she essayed to drink lemonade, she slipped through the straw and fell in. Voilà, vous choisissez. Vous choisissez. Alors, il y a un truc quand même, enfin, je pense que c'est un truc, c'est essayer d'avoir le dernier vers en premier. D'abord parce que ça donnera les 2 rimes en AA des 2 premiers. Si vous choisissez, j'ai des dictionnaires de rimes à la maison. Il y a des rimes qui sont totalement stériles. Si vous choisissez un mot où le dictionnaire de rimes vous donne 3 rimes possibles, enfin 3 vocables possibles, c'est râpé d'avance. Par ailleurs, un autre truc, mais là vous n'avez pas ce qu'il vous faut sous la main, quand on change le lieu, quelque chose de très très utile, c'est le petit annuaire du code postal. Parce que là, vous avez des noms de toponymie, des noms de lieux à coucher dehors et qui font vraiment des choses très très drôles et qui permettent des rimes assez faciles. Voilà, je cesse de vous déconcentrer. Je voudrais juste faire une petite remarque, c'est que ce premier limerick est une application de l'intervention précédente sur l'écriture inclusive, parce que a freelance translator, pour moi, c'était un masculin, et tout d'un coup, il y a un she. Donc, elle œuvre en faveur de notre féministe. Tout à fait, mais en traduisant, on a le droit de passer de l'un à l'autre. Si on trouve que traducteur, ça va être plus facile. Alors, sans vouloir vous déconcentrer, je vais quand même dire, mais vous le savez tous certainement mieux que moi, parce que vous avez fait d'autres études que les miennes, c'est que les règles de versification anglaises sont radicalement différentes des règles de versification françaises. En anglais, dans le limerick, il faut que ça rime, mais la poésie anglaise, en fait, compte beaucoup plus sur le rythme et sur le balancement que sur les rimes. Mais là, nous traduisons vers le français. Qui se lancera? Il va falloir nous lire à voix haute. Alors, en ligne, nous avons... Alors, c'est celui-là, c'est ça? Pour Nottingham, une Astrid. J'ai un truc pour le policier de Nottingham, mais peut-être un souci sur les syllabes. Alors... Un policier de la belle ville de Carnac, aimant mais dont l'organe avait le trac, ne put combler sa femme, cette pauvre dame, qu'à l'aide de sa matraque. Bien. Merci. Une proposition sur le limerick sur le traducteur, justement. Il était une fois une traductrice indépendante qui, sur un projet très tard, s'acharna à la question de savoir pourquoi, répondit « Vous savez quoi? Je l'ai toujours remis à plus tard. » Oui, bien. Bien et bravo pour l'audace. Je pensais que c'était ce qui vous inspirerait le plus. Je vous lis, mais encore une fois, ce n'est pas la traduction, hein, c'est des essais faits avec les copains. Moi, je les mets dans le désordre parce qu'on ne les avait pas mis dans l'ordre. Un très distingué traducteur ne rendait jamais ses pages à l'heure. Quand on l'en blâmait, il se lamentait. « Je procrastine pour mon malheur. » Un traducteur de Biche-Lamar remettait sa tâche à plus tard. À la question « Pourquoi ?», il répondait « Ma foi, procrastiner, voilà ma tare. »
Un jeune traducteur de Hittite. Alors c'est tantôt un vieux, tantôt un jeune, hein, parce que les limericks, c'est soit vieux, soit jeune. Très très souvent, il y a ça. Je dois dire que je voulais faire un historique du limerick, mais je n'ai pas pris le temps et ça serait trop long. Mais parmi les premiers limericks, la grande vogue des limericks, ça a commencé en 1820 et ça a continué un peu au 19e siècle. Les premiers limericks, c'était 15 histoires de vieilles dames, elles sont wonderful, donc de vieilles dames incroyables. Ça me parle beaucoup, moi, maintenant, les vieilles dames. Oui, j'ai un faible pour. Et donc, ça a été vraiment une rage. Il y a eu un moment où il y en a eu vraiment, vraiment beaucoup. Donc, je continue avec mes traducteurs et traductrices. Le hittite, je vous l'ai dit, non, je n'ai pas dit. Un jeune traducteur de hittite, oui, je disais jeune, vieux. Un jeune traducteur de hittite ne traduisait pas assez vite. Quand on le brusquait, il se rebiffait. Je souffre de procrastinite. Un traducteur de javanais, ça aurait pu être d'anglais, ne tenait jamais ses délais. Ses clients râlaient. Mais lui leur disait, procrastiner, je l'ai toujours fait. Un vieux traducteur de turkmène, je crois que toutes les langues y sont passées, disait, me hâter, pas la peine. À la question pourquoi, il répondait, ma foi, procrastiner, c'est dans mes gènes. Un traducteur de québécois, on avait d'abord commencé par iroquois, puis on s'est dit qu'il ne devait pas y avoir beaucoup. Un traducteur de québécois disait, oh, ça, une autre fois. À la question pourquoi, il répondait, ma foi, depuis mes débuts, j'atterre-moi. Je crois qu'on est bien portraituré là dans cette affaire-là. Un vieux traducteur de persan ne rendait jamais rien à temps. Il disait, ma foi, me presser. Pourquoi? Mon client est encore plus lent. Bon, plus lent à payer, à mon avis. Un jeune traducteur d'italien renacle à se mettre au turban. Là, ça va être intéressant parce qu'on a mis au présent. Demandez-lui pourquoi, il vous répondra, je ferai 1000 fois mieux demain. Mais je trouve qu'au présent, ça sonne moins bien parce qu'il n'y a pas cette espèce de certitude qu'il y a avec le passé. Quand on utilise le passé, le prétérit en anglais et pour nous l'imparfait, puisque il y a une certaine durée, ça donne l'impression que c'est du solide, c'est daté, c'est situé, ça a existé. Au présent, c'est plus, à mon avis, c'est moins sûr. Et pour finir, 2 variantes qui prennent des libertés coupables, celles-là sont de moi. Un vieux traducteur de taille tardait à se mettre au travail. Il disait, fâché, je hais les pavés. Il n'est que haïku qui m'aille. Et puis un dernier un peu autobiographique. Une vieille traductrice littéraire flânait tout le jour sans rien faire. Quoi, les dates butoirs? Qu'elles aillent se faire voir. Dipel me tirera d'affaire. Jetez-moi des pierres. Alors, je ne sais pas, j'ai sûrement pas fait le tour. Non, on a une proposition en ligne aussi. Il était une fille du Poitou qui était maigre comme un clou. Boire à la paille, quelle pagaille, elle y glissa jusqu'au cou. Donc c'est pour le 2e ou 3e qu'on a vu, bien sûr. Ah ben, je vais donner les nôtres. Alors j'avais complètement oublié cette pauvre demoiselle. Young lady of Lynn, who was so uncommonly thin. Une demoiselle de Quincampoix avait tellement perdu de poids qu'un jour où elle s'offrit un daiquiri, c'est la paille qui la sirota. Une jouvencelle d'Elseneur était d'une telle minceur que lorsqu'elle tenta de boire un soda, la paille l'absorba, malheur. Une demoiselle de Montmirail, plus svelte qu'un fétu de paille, un jour lui vint l'envie de boire un Campari, elle se fit aspirer par sa paille. Une demoiselle de Windsor, maigre comme un rensort, un jour lui prend l'envie, nous revoilà au présent, de boire un jus de fruits, las, la paille aspire plus fort. Alors, pour vous dire, reste à tricoter, j'ai écrit ça. Une demoiselle de Monterfil, qui était mince comme un fil, c'est vous qui continuez, trouvez le dernier verre, je vous paye un petit peu, je vous paye un verre de lait. Une demoiselle de Châteauroux était maigre comme un coucou. Et là, j'ai pas la suite non plus. C'est à vous. Parce qu'il y a toujours ce damné dernier verre. Bon, on a le droit de prendre des libertés avec le limerick lui-même. C'est-à-dire de dire, bon, ben après tout, moi, pourquoi ça serait A, A, B, B, A?
Mais après, on sort du limerick, on réinvente, on invente un nouveau genre littéraire. Donc, voilà. Donc, celui-ci me plaît beaucoup parce qu'il montre qu'en fait, le limerick est capable de se moquer de lui-même. Ah, mais on n'a plus notre lecteur. Abandon de poste. There was an old man of St. Bees who was stung in the arm by a wasp. When asked, does it hurt, he replied, no, it doesn't. But I thought all the while it was a hornet. Voilà, vous êtes peut-être en train de chercher la rime, et là, l'auteur a dit... Voilà, en fait, pour moi, ça montre que le limerick est beaucoup d'œuvres littéraires, mais le limerick travaille sur un horizon d'attente. On vous dit, there was an old man of St. Bees, donc vous attendez. Who was stung by peut-être pas un, parce qu'il faut que ce soit un pluriel, mais on attend des bees. Les deux petits vers intermédiaires qui créent ça, ceux-là, ils sont très très bateaux, en fait, on les voit. No, it doesn't, ça, on l'a déjà vu avec le précédent. Là, no, ah si, c'était Yes, I is. Mais I thought all the while it was a hornet. Il n'y a pas l'ombre d'une rime, il n'y a pas de rime AA. Il y a deux rimes bébé au milieu, mais il n'y a pas de rime AA. Tout ça pour montrer que le limerick est capable de se moquer de lui-même, et il y a une quantité industrielle de limerick qui sont des pastiches de limerick. Je vous invite vraiment, si je ne vous ai pas inoculé le virus, à aller sur Internet chercher des limericks, et je crois que peut-être votre travail attendra un peu. Peut-être vous allez procrastiner plus que nécessaire. Voilà, maintenant on peut peut-être passer à ce qui avait été soumis. Oui, voilà, donc je disais que le choix avait été très difficile. Ce n'est pas nécessairement celui que nous allons proclamer vainqueur, n'est pas nécessairement le meilleur. Non, enfin, je ne veux pas dire ça, je veux dire, nous avons choisi quelque chose qui nous plaisait, ça a été assez subjectif, mais quand même, la priorité était le respect des rimes et des pieds et des AA, BBA et l'impertinence, et de l'impertinence du limerick. Et c'était très difficile, pour moi c'était très difficile à ceux d'entre vous qui avaient traduit ce limerick, parce que c'est un limerick presque sage. Il est un peu didactique, et c'est difficile de faire quelque chose de drôle avec. Donc tout jouait sur le dernier vers, en fait. Et il y a eu une prime au dernier vers amusant. Mais moi, j'ai pas du tout envie de dire qu'on c'est le meilleur. Hein. C'est ce que je disais, oui. C'est celui sur lequel nous nous sommes accordés. Oui, c'est toujours la même chose avec les jurys, en plus. Et il faut qu'on soit à peu près tous d'accord. Il y avait quand même des critères. Oui, il y avait des critères. Si tu permets, je vais les énoncer. Hein. Oui, vas-y. Le premier critère, c'était la présentation en 5 vers. Absolument. Deuxième critère, l'alternance de rimes en AA, BBA. Okay. Le troisième critère, un renversement final, typiquement non-sensique, au dernier vers. Oui, non, absurde. Sur ce dernier vers, impérativement, doivent intervenir l'inattendu et le drôlatique. Le nonsense peut et doit bien sûr figurer déjà dans les vers précédents, mais ce tout dernier doit absolument surprendre. Produire un effet de retournement. Ça, c'était le troisième critère. Tous ces critères ont été décrits et bien écrits par Rosemary. Hein. Quatrième critère, l'ensemble doit chanter comme une comptine. Comme toute poésie orale, rime et rythme emportant le sens dans leur ronde. Sixième critère, cela dit, le limerick, y compris traduit, a droit à tous les pieds de nez. Bon, c'est même sa mission première, faire jaillir des étincelles entre ces deux silex, la contrainte métrique et l'absurdité absolue. Voilà. À la limite, on serait tenté de dire que la clause éliminatoire numéro 1, c'est-à-dire 5 vers, d'une traduction de limerick, serait de tomber à plat sans faire rire. Voilà, tomber à plat sans faire rire. Bon, toutes les traductions que tu as lues ne tombaient certainement pas à plat. Elles faisaient bien. Non, elles avaient. En fait, je les ai du coup toutes reprises
est vraiment bien à tête reposée. Après notre jury, j'ai dit, voyons, qu'est-ce qu'il y avait. Et je trouve qu'elles ont toutes quelque chose de spécial et quelque chose de bien. Le problème était sur le problème du rythme. On a quand même pas mal condamné pour des raisons de rythme. Condamné, c'est une façon de parler, parce qu'un jury est obligé d'éliminer. C'est le triste travail d'un jury. Moi, j'y crois pas du tout, hein, au prix et au jury. Mais c'est une règle du jeu et c'est très bien parce que ça incite à s'y coller. En fait, pas de concours, personne ne s'y met, quoi. Enfin, sauf si vous avez découvert des bons libris. Et donc... Ah oui, oui. Ah, papa, on va le lire. On est consentant. A young limericker called Art said a rhyme is a great place to start. The middle bit status is to cause hiatus, and then the punchline must cut to the heart. Il y a un auteur, c'est Paul Bouffroy. C'est très français de finir les poèmes avec le nom de l'auteur. Mes enfants doivent le faire à l'école aussi. C'est pas pour ça, mais c'est parce que je fais vraiment une classe à part les limerick à auteur et les limerick anonymes. Parce que souvent les limerick anonymes ont été polis comme un galet par la rivière. Ils ont été repris. Il y a quelqu'un qui s'est dit « Oh, mais il est bien celui-là, mais je pense que je peux faire un petit peu mieux. » Et les anonymes, c'est quand même le plus grand des auteurs, et surtout des auteurs de limerick, je trouve. En poésie populaire, le anonyme et Anon, puisque c'est son nom, fait des choses vraiment très fortes. Bon, mais là, nous avons un César à qui nous rendons un César. C'est pour ça. Ah ben vas-y. Ah oui. Primée. Ah oui. La plus audacieuse à mon avis. Ah, bravo! Allez, en y mettant le ton. On va essayer. Un poète pensif, un abîme, une règle qui veut que ça rime. Et puis là, au milieu, je mettrai, oh mon Dieu, une chute. Le canon nous l'intime. J'adore le canon. J'adore le canon parce que là, c'est le canon à double sens, évidemment. Oui, oui, oui. Non, mais comme vous disiez, je pense que le critère vraiment important, c'était la musique. Parce que j'ai réfléchi à m'éloigner. Il y a des formes qui sont un peu équivalentes en français. Par exemple, la fable express qui existait il y a un siècle, qui était un peu à la mode. Mais je me suis dit, le plus important, c'est quand même c'est la chanson. C'est la chanson. Oui, je suis d'accord. Je pense que, surtout que l'anglais, quand même, la poésie anglaise est quand même... Ah oui, pardon. Pardon, oui, j'ai coincé sous le siège. Voilà. Oui, la poésie anglaise est quand même beaucoup plus fondée sur les sonorités et les rythmes que la poésie française. Alors, est-ce encore de la poésie, le limerick, ça reste encore à prouver. Mais il y a quand même de l'idée. Et je pense, c'est pour ça que j'ai parlé de comptine tout à l'heure, je pense que ça va vraiment dans le sens de la comptine. Et la musique était quand même assez essentielle. D'autant plus que, et c'était la difficulté de cette traduction, pour moi, ce limerick était le diable à traduire. Comme il est presque sérieux, il ne se prend pas pour rien, il essaie de nous dire comment on fait un limerick. C'est une petite mise en abîme, mais ça va donner l'idée voilà, tout à fait. Je trouve que la chute de ce limerick du concours n'est pas assez percutante en fait. Et donc l'idée c'était d'avoir une chute percutante. Cela dit, il y avait plusieurs, alors je ne sais pas si les personnes sont dans la salle. Il y a eu plusieurs chutes, restez avec nous. Il y a eu plusieurs chutes que j'ai bien aimées. Il y a... Est-ce que je dois donner le nom de la personne? Si la personne est là, ou si elle est en ligne, on ne peut pas savoir. Bon, alors... Et paf, une belle chute qui détonne. Moi, j'aime bien le et paf, parce qu'il y a vraiment de ça.
Alors, où est-ce que j'ai trouvé aussi... mais une chute, le canon, l'intime, c'est... Et le choc de la chute et la cime. Ça, j'aime bien. Oui. Parce que là, vous êtes à vous gratter le crâne, d'abord. La chute et la cime sont quand même rarement associées. Et puis, est-ce qu'il y en a encore une? Ouais, non, les autres chutes étaient plus... Il y a puis la chute doit aller droit au but, mais c'est pas assez percutant, en fait. Il fallait vraiment une chute qui fasse un croc en jambe. La chute, comme je dis, un croc en jambe à l'attente. On attendait quelque chose, et puis, quand elle intervient au dernier vers. Parce que quand même, apparemment, vous dites que vous ne connaissez pas les limericks, mais vous connaissez peut-être un peu Edward Lear. Edward Lear. C'est un peu passé de mode. C'était un grand auteur de limerick du 19e siècle, avec des petits dessins. Et en fait, lui, la plupart de ses limericks, c'est pas le dernier vers qui fait la chute, c'est souvent dans les deux petits vers. Généralement, les vieux limericks reprenaient le premier vers pour finir en inversant, en mettant cette vieille personne de, etc. Mais bon, c'est difficile de vous parler de limerick si vous connaissez pas tellement. J'aurais dû apporter des exemples à lire, mais les exemples à lire, je vous les aurais donnés en français. Donc, des moutures à moi qui peut-être parfois tombent à plat, enfin même assez souvent tombent à plat. Donc voilà comment nous avons fait, et voilà. Merci beaucoup. Un passionné de... Merci de l'avoir choisi, et puis merci à la SFT, parce que... c'est tout là, moi j'interviens presque en mouche du coche. Donc, non, parce que je suis traducteur au Parlement européen, et on traduit des choses qui ne sont pas toujours très drôles, des amendements budgétaires en ce moment, des choses comme ça. Et là... ça a été une récréation extraordinaire. Là, j'imagine, mais j'ai l'impression que vous autres traducteurs, soit pragmatiques, soit techniques, vous êtes plus nombreux dans la salle que des traducteurs littéraires, enfin je crois. Il y a quelques traducteurs littéraires? Oui, évidemment. Oui, donc, moi je vais dire, je vous admire, hein, parce que... je pense que la traduction littéraire, bon, c'est encore moins bien payé, c'est un fait, surtout qu'on y passe beaucoup, beaucoup de temps, mais c'est plus gratifiant d'une manière générale, dans la mesure où on choisit des textes, disons qu'on accepte que des textes avec lesquels on fonctionne, qu'on sent de l'intérieur. C'est plus créatif, mais si tu être créatif sur un texte qui te dit rien du tout, ta créativité, elle va être très basse. Tu auras besoin de ton bâton de sergent de ville. En tant que traductrice pragmatique... Oui. J'allais le dire. Alors, en tant que traductrice pragmatique, je serais bien incapable de traduire une œuvre littéraire, même si j'apprécie, j'aime en lire, je ne suis pas forcément... et j'ai du plaisir, même des textes que je n'aime pas forcément au départ. J'ai un plaisir à travailler la phrase pour que justement ce soit clair en français, voire plus clair que l'anglais ou l'espagnol, que ce soit naturel. J'ai un vrai plaisir de jouer au puzzle avec les mots, les outils de la grammaire, voire des néologismes parfois, parce qu'en informatique, entre les anglicismes, les néologismes et le pifomètre, il faut savoir jongler. Donc, non, il y a un vrai plaisir, mais vraiment dans, peut-être pas dans l'œuvre générale, mais dans le travail de la phrase et du paragraphe, et que ça s'enquille bien l'un dans l'autre. J'ai un vrai plaisir à ça, voilà, je voulais le dire. Je peux dire d'abord merci d'avoir dit cela. Je suis sûre que c'est absolument vrai, parce que nous autres traducteurs littéraires, il nous arrive de traduire des textes, bon, qui ne nous emballent pas particulièrement. À force de les travailler, on les fait siens, on essaie de leur donner quelque chose. C'est un peu comme d'adopter un enfant, ou adopter un chien perdu dans les rues. Il aura le poil brillant après, ce sera mieux.
je pense qu'il y a... Non, mais je pense réellement qu'il y a de ça. Et effectivement, si vous traduisez des textes dont parfois la langue originale est un peu poussive, avec des répétitions, et c'est mal dit, et même, ça peut être vrai pour un texte de philosophie. Vous comprenez exactement ce que l'auteur a voulu dire, et vous vous dites, je pense que je peux le dire plus clair. Voilà. Bon, j'arrête d'accaparer, peut-être quelqu'un veut dire quelque chose. Alors en ligne, là c'est plus moi qui parle, mais c'est en ligne, nous avons Marie-Christine, MC pour les intimes. Hein. Alors elle a bien travaillé, tellement travaillé qu'on va peut-être pas tout lire, mais elle a quelques limerick dans sa besace. On y va. Quand ça commence, faut que ça balance, que ça rime c'est une évidence, puis tu resserres, une paire de verres, et jette le dernier au nez de l'assistance. Alors, celui-là ? Un traducteur de mandarin allongeait sans cesse ses délais. À la question « Pourquoi ?», il répondait chaque fois « Je procrastinerai demain ». Excuse-moi pour avoir massacré ce verbe, je n'arrive jamais à le prononcer. Désolée. Une traductrice de ma connaissance poussait à tel point l'indépendance que nul délai ne tenait. Impossible, je suis une procrast-freelance. Alors, toujours de Marie-Christine, qu'on n'arrête plus. Je crois qu'elle va prendre la relève de... La prochaine fois, c'est elle qui vient nous parler des limerick. Alors, mais quel art que ce limerick, ces rimes, on dirait de la triche. Pas question que je m'épuise, pas question que je traduise. Je préfère en faire un pastiche. Ça, c'est tout à fait limerick. Je les avais quelque part, mais je ne les ai pas retrouvés. Là, je crois que c'est tout. Si j'étais un peu moins bordélique, pour employer un mot en bon français, j'avais plusieurs des essais de Marie-Christine, mais bravo, elle a bossé encore. Mais j'ai perdu ce que j'avais apporté. Bah si, j'ai encore un peu avec le Young Limerick Record Art. Vous avez vu que vraiment on n'a pas gardé art, personne n'a gardé art. Dans les travaux, aucun je crois. Il a été changé en Bernard ou c'était pas très faisable. Malgré la tentation d'utiliser des parts, puisque là, ça marchait. Primo une rime, et zou un distique, prêchait un expert en limerick. Et puis 2 vers courts, bien cadencés, pour lâcher le dernier façon coup de trick. Et au dire d'un expert en limerick, un crack. Une rime et 2 vers, l'affaire est dans le sac. Puis 2 vers croupions qui font diversion. Et un dernier, tchac, comme un coup de jarnac. Où est le dernier claque comme un coup de jarnac. Le problème, c'est que c'est jamais satisfaisant, en fait. On n'est jamais tout à fait satisfait de la traduction d'un limerick. C'est ça qui est terrible. On ne peut pas se dire, voilà, c'est parfait, c'est fait. Et c'est pourquoi je vous invite à le faire. Il n'y a pas de questions ou de propositions. Ah non, vous avez encore à dire. Non, merci beaucoup de... Est-ce que... Moi, je voudrais vous poser une question. Vous avez trouvé ça très vite ou vous avez laissé mûrir ou vous avez mis longtemps à y trouver? Je dois d'abord confesser que dans une autre vie, j'étais traducteur littéraire. Ah, donc, oui. Ah mais ça, je l'ai dit. Ah. Je l'ai dit. Je l'avais senti. Non, pour répondre à votre question, pendant 10 minutes j'ai bloqué, et puis après, non, ça allait assez vite. C'était très rythmé en tout cas. Très... Ouais. Non, mais c'est dur d'être aussi concis que l'anglais, parce que c'est vraiment... Bon, on peut faire des alexandrins, mais je trouve que ça
Je trouve que ça alourdit un petit peu la musique. Non, mais pas seulement cela, mais Alexandra, c'est un autre genre. Ça n'a rien à voir avec le... C'est une autre atmosphère, d'autres connotations, de... Racine, Shakespeare, ok, mais... Les traductions d'époque d'Edward Lear, souvent c'est une alternance d'alexandrin, d'octosyllabes, de choses comme ça. C'est autre chose. C'est autre chose, et on a le sens du non-sens, mais on n'a pas la chanson. Le sens du non-sens, ça n'a pas de sens. Le non-sens, précisément, on n'en a pas. Comme quoi le traducteur littéraire, surtout, je crois, doit avoir l'oreille musicale. Hein. Alors, the winner is you. Et nous avons des petits cadeaux à vous remettre. Je vous en prie, restez assis. Voilà. Alors, tout d'abord, bien sûr, vous ne serez pas étonnés, un livre sur Limerick, the biggest and best ever collection of nearly 2000 limericks. Wow. Merci beaucoup. Ce n'est pas tout. Voici David Bellos, un des grands livres humoristiques sur la traduction, c'est à mourir de rire, la traduction dans tous ses états. Magnifique. Et alors, je n'ai pas résisté à la tentation de vous apporter ma dernière retraduction, qui est Maya l'abeille, parce qu'elle vient de sortir, je viens de le recevoir, alors je vous l'offre. C'est un texte très poétique et humoristique. Et donc ça va, il cadre bien avec... Voilà, toutes nos félicitations. Au cas où vous ne seriez pas au courant, le texte, il est de 1912, copyright 1912. Oui. Maya l'abeille, oui. C'est une retraduction, oui. C'est en allemand, Waldemar Bonsel. On en a fait, comme vous savez, ces dessins animés, mais le texte lui-même, et c'était un problème de traduction, parce que je me trouvais devant un style soutenu, avec des mots recherchés. Or, c'est soi-disant pour des enfants. Alors bon, j'ai parlé à l'éditeur, je dis alors qu'est-ce que vous voulez? Moi le Scopus, je n'y crois pas. Moi quand je traduis un auteur et pas en pensant au lecteur, hein, non pas à la réception. Alors on dit non, écoutez, il faut élever le jeune lecteur vers la langue française et pas l'inverse. Donc c'est un texte très poétique. Et c'est une fameuse comédie humaine, c'est une critique satirique de l'humanité. Voilà. Bon, bonne lecture et merci pour votre belle traduction. Bon, bah, c'est le temps de conclure. Toute chose a une fin, sauf la saucisse, comme disait la grand-mère de mon mari, qui était allemande d'ailleurs, c'est de l'humour allemand. Est-ce qu'on peut... Antonin, est-ce qu'on peut mettre... Oui, bah... je voudrais vous remercier vraiment toutes et tous et tout ce que vous voulez d'avoir assisté à cette journée, d'avoir été là, d'avoir tenu jusqu'à cette heure tardive mais pas trop. Merci à toutes les personnes qui sont avec nous en ligne. On était vraiment très heureuses d'organiser ce programme, de le concocter. Nous espérons que vous avez retiré quelque chose de cette journée. Et nous remercions vraiment beaucoup nos partenaires cités ici, donc la TLF, les IT, la TES, le CETL et l'Université Sorbonne Nouvelle. On se retrouve au rez-de-chaussée, dans une petite salle attenante au restaurant universitaire pour, ma foi, boire et manger. Voilà. Légèrement, manger légèrement. Un petit coucou à tous ceux qui sont en visio. Oui. Un coucou et mes amitiés à ceux que je connais et aux autres.